Alors, le sujet ici n'est pas de raconter l'histoire de l'Auvergne pour la période romane, mais de s'interroger sur ce qu'était l'Auvergne à cette période, sur ce qu'on peut en dire, et essayer de comprendre comment on peut arriver à avoir des informations, des données sur cette Auvergne romane. La question est en fait de définir ou de délimiter l'Auvergne romane, et surtout de se poser la question, est-ce possible? Et d'ailleurs, est-ce que ça a même un sens de se poser cette question de la délimitation? Peut-on délimiter les territoires anciens? À travers l'étude des sources, alors je ne vais pas faire le catalogue puisque Emmanuel a évoqué ce matin les différents types de sources, chartes cartulaires, etc., données archéologiques. Ces sources ne fournissent que peu d'informations sur les frontières, sur les limites, sur les territoires. Et on a encore moins de cartes. C'est-à-dire que pour la période médiévale, nous n'avons pas de carte de l'Auvergne. Et d'ailleurs, pour les autres zones géographiques extérieures à l'Auvergne, non plus. Donc, à partir des données présentes dans les sources, le chercheur doit faire preuve d'inventivité pour définir, étudier et esquisser une ou des géographies de l'Auvergne romane. Cette communication sera le moyen aussi de démontrer que la carte ou la cartographie est un instrument de recherche et pas seulement un instrument de communication. Un instrument qui peut permettre aux chercheurs de construire de l'information. Tous ces éléments vont nous permettre donc d'étudier le territoire de l'Auvergne et son évolution, mais évidemment, nous n'avons pas le temps d'étudier tous les thèmes, et donc j'ai choisi de me limiter à 3 thèmes. J'espère que j'aurai le temps de faire les 3. Le thème classique de l'évolution territoriale du point de vue politique et administratif. Nous passerons ensuite à des données ecclésiastiques et nous reviendrons un petit peu sur ce qu'a pu dire Arlette Maquet, puisque nous étudierons rapidement Cluny. Et enfin, des éléments moins courants, avec des thématiques de recherche un peu plus, je dirais, originales, des éléments qui sont moins courants dans le sens où ils ne sont pas centraux dans les sources, ils ne sont pas l'objet des sources, mais ce sont des éléments omniprésents dans les sources pour dessiner une géographie économique et culturelle de l'Auvergne romane. Alors, pour chaque thème, nous verrons des cartes produites par d'autres chercheurs, puisque je suis allée piller les travaux des autres, comme tout bon historien, et par moi-même aussi. Donc nous essaierons de démonter les mécanismes de la démarche d'historiens qui se veulent aussi géographes. Alors, avant d'aller un peu plus loin, 2 points doivent être précisés. Quand on se pose la question de ce qu'est le territoire de l'Auvergne à l'époque romane, il y a évidemment la question des mots utilisés. Le mot Auvergne, puisqu'on emploie ce mot aujourd'hui facilement, qui dans les textes donc, serait Arvernia ou l'adjectif Arvernica, n'est quasiment jamais mentionné dans les sources. On trouve Arverni de manière un peu plus fréquente, mais pas si fréquemment. Et on doit donc déduire d'un certain nombre d'autres informations l'existence d'une entité que nous allons nommer Auvergne, qui à l'époque peut être... du point de vue politique, un comté ou un pagous, on reviendra là-dessus, ou à une entité religieuse, le diocèse. Simplement, dans les sources, on n'a jamais donc d'espace auvergnat qui serait nommé en tant que tel ou délimité en tant que tel. Et donc, j'insiste sur le fait qu'il faut se poser cette question, est-il opérant, pour cette partie-là, en tout cas du Moyen-Âge, de se poser la question de délimiter de cet espace. Alors, j'avais envisagé d'intituler cette intervention le dessous des cartes, mais comme le titre est déjà pris, bon, j'ai choisi le secret des cartes. Je rappelle donc que nous n'avons pas de cartes pour le Moyen-Âge et que donc c'est aux chercheurs de faire ces cartes. Mais avec quelles données? Et là se pose la question des sources et de la manière dont je vais utiliser ces sources. Ce que je cherche dans les sources induit ce que je trouve. C'est-à-dire que comme pour toute recherche, les questions que je me pose avant d'aborder mes sources introduisent forcément un biais dans ce que je vais trouver. Donc les cartes que nous produisons sont à la fois le reflet de la documentation, mais aussi le reflet de notre réflexion. Et c'est pour ça que la carte peut devenir un instrument de réflexion et de recherche. Je citerai une autre chercheuse, Emma Bouvard, qui dit dans sa thèse, page 123, « La carte est devenue partie prenante du protocole de recherche ». Alors, abordons les choses concrètement. L'Auvergne romane, quel est son aspect territorial? Ici, j'évoque donc d'abord l'aspect politique. Quels sont les mots que l'on trouve dans les sources à propos de cette Auvergne? On trouve comitatus, pagus,
Donc, je vous présenterai d'abord une carte classique de l'Auvergne. Alors, celle-ci est tirée de mes propres travaux, dans laquelle on peut voir la forme classique de l'Auvergne qu'on utilise. J'utiliserai, alors, je vais aller jusqu'à la carte numéro 7. Donc, les anciens diocèses de Clermont et de Saint-Flour, carte produite par M. Frey ici présent et Thomas Aréal. Et vous voyez qu'on retrouve les mêmes limites. Je reviens donc sur la première carte. Non, pardon. Voilà. Le problème de cette carte de l'Auvergne politique que je présente, et c'est la même chose sur la carte de M. Frey, c'est que les limites utilisées ne sont pas des limites administratives et politiques. Ce sont des limites religieuses. On a placé là les limites qui sont celles du diocèse. Si on regarde d'autres cartes de chercheurs, par exemple dans l'ouvrage de Pierre Charbonnier sur l'histoire de l'Auvergne des origines à nos jours, lui aussi reprend à la fois pour sa carte sur l'Auvergne celtique et sur sa carte pour la période du Moyen-Âge, il reprend ces mêmes limites du diocèse. Donc en réalité, on a projeté sur la question politique et administrative des limites qui sont des limites religieuses. D'accord ? Puisque ces limites politiques et administratives n'apparaissent pas dans nos sources. Donc finalement, tout ceci nous montre ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire que nous sommes en fait incapables de délimiter l'Auvergne politique, l'Auvergne de la période romane. Et maintenant, il faut aller un petit peu voir si on peut, à travers des chemins détournés, trouver des éléments de cartographie. Alors, l'Auvergne est désignée pour cette période romane, alors déjà pour la période de la fin de la période carolingine et pour la période romane, entre le 8e et le 12e siècle, par différents termes. Nous avons la patria arvernica, que l'on trouve employée dans les sources entre le 8e et le 12e siècle, qui est un terme employé dans les localisations, lorsqu'on doit localiser un bien, on va dire in patria arvernica, etc. Sur les 3000 textes que j'ai pu étudier pour le Massif central, cette patria arvernica, on la trouve 108 fois. C'est-à-dire que c'est rien. Donc, elle concentre en plus des emplois, surtout dans la seconde moitié du Xe siècle. Et ces emplois, alors, on peut les cartographier. Voilà. Donc ici, vous avez deux patrias cartographiées, la patria rutenica, donc les points rouges, et la patria arvernica, qui est donc ce qui pourrait correspondre à l'Auvergne. Si je vous avais enlevé les limites de diocèse, vous seriez perdu. Vous ne reconnaîtriez peut-être pas l'Auvergne. On voit que ces mentions de la patria arvernica se localisent sur un axe, donc on va dire qui va de Langeac jusqu'au nord de Clermont. Donc finalement, tout ce qu'on sait de cette patria arvernica, c'est cela. Est-ce qu'elle est plus vaste ou pas ? On ne peut pas le définir parce que là, en fait, on a un problème lié aux sources. Ces mentions sont les mentions qu'on trouve dans les sources que nous avons, qui sont arrivées jusqu'à nous. Alors, je reviendrai là-dessus un petit peu plus loin. On a donc ce qu'on appelle un biais des sources. Est-ce qu'en dehors de ces mentions qu'on a pu cartographier, on est dans la patria arvernica ou pas ? Bien, on ne peut pas répondre à cette question. Si on prend le cas du Pagus arvernicus, donc, qui est cartographié ici pour la période 800-1200. Donc là, vous voyez que ce sont, pour les mentions assurées, les points rouges et les points noirs. On retrouve la même zone que tout à l'heure, avec une extension dans le sud-ouest, dans la zone d'Aurillac, et une extension, vous voyez, dans l'extrême nord du diocèse. Plusieurs questions, évidemment, se posent. Ce Pagus est-il plus étendu ? Et les zones dans lesquelles nous n'avons rien, mais qui sont comprises à l'intérieur des limites du diocèse, sont-elles simplement ici vides sur la carte parce que je n'ai pas les sources disponibles ? Ou alors, autre question un peu plus perturbante, est-ce qu'il y a une réalité de la continuité territoriale de ce Pagus ? Parce que ce qui interroge ici, c'est la concentration dans la zone, vous voyez, entre le sud du diocèse jusqu'à Clermont, puis ce trou dans la zone plus au nord, et cette nouvelle concentration de mentions
tout au nord dans le nord du diocèse. Est-ce que là encore, ce sont les sources qui ne nous permettent pas d'aborder la totalité du territoire? Ou bien, est-ce que ce pagus arvernicus, il n'a pas de continuité territoriale? Ça, c'est une question, évidemment, qu'il faudra se reposer. Si maintenant on prend un terme plus courant qui peut-être vous parle plus, puisque hier vous avez eu quelque chose sur les comtes d'Auvergne, me semble-t-il, le comitatus, le comté, voilà la carte des mentions du comté. Le comté d'Auvergne n'est mentionné donc dans les 3000 actes que j'ai évoqués que 248 fois. C'est très peu. Pour l'entité politique qui est censée être l'entité politique majeure de gestion du point de vue politique du pouvoir et des territoires à cette époque-là. 248 mentions dans les textes en tout et pour tout. Ce qui fait très peu. Et donc, pour ce qui est de la cartographie, si on cartographie ces mentions du comté, on arrive là aussi à un territoire finalement alors, on retombe sur à peu près la même chose que la patria et le pagus. Donc, le comitatus a une aire relativement réduite. Là encore, évidemment, est-ce que c'est un biais des sources ou est-ce que c'est simplement l'expression de l'espace dans lequel les détenteurs du pouvoir dans son territoire ont vraiment du pouvoir? Si maintenant on passe à la période au cours de laquelle les seigneuries se développent, c'est-à-dire 11e, 12e siècle, donc autre carte, la carte de Pierre Charbonnier dans l'histoire de l'Auvergne, donc intitulée l'Auvergne seigneuriale au XIe siècle. Là, il prédéfinit l'Auvergne puisqu'il met les limites du diocèse. Il cartographie les informations dont il dispose sur la répartition des familles seigneuriales les plus importantes. Et là encore, on voit qu'il n'y a pas de continuité territoriale. Les familles sont disséminées à travers l'Auvergne et on voit qu'il y a des zones qu'on va appeler des zones vides. Alors, dans la carte suivante d'Emma Bouvard, alors je ne sais pas pourquoi le fond est en noir alors que normalement il est censé être en blanc. Ça fait un peu plus psychédélique, mais c'est pas grave. Elle a choisi un traitement cartographique un peu différent, puisque sur la carte de Pierre Charbonnier que je vous remets, vous voyez que les seigneuries sont figurées par des aplats de couleurs. Là, elle a choisi des aplats de couleurs, mais avec une forme de transparence qui permet les chevauchements. Et ça pose évidemment son choix de cartographier ainsi, pose la question, là aussi, de la continuité territoriale, puisqu'on voit très bien que les zones d'influence de ces différentes familles seigneuriales se chevauchent. Ça voudrait donc dire que les seigneuries n'ont pas de limites bien définies. Et ça nous renvoie à notre questionnement sur est-ce que le comté a des limites définies? Est-ce que le diocèse a des limites définies? D'accord ? Je vois aussi sur cette carte un autre phénomène intéressant, c'est que nos familles seigneuriales qui sont implantées en Auvergne, leur pouvoir déborde de cette Auvergne. Donc là, qu'en est-il des limites du diocèse? Et on voit aussi qu'elles sont implantées à la fois à l'intérieur de ce qu'on a défini comme zone centrale tout à l'heure avec le comté, et à l'extérieur, ou même à cheval sur ces deux zones. Donc là encore, ce comté d'Auvergne est-il un cadre politique, territorial, opérant? Puisque visiblement, on s'en affranchit dans la gestion, on va dire, plus locale du pouvoir. Alors, pour cette Auvergne romane, donc, pose des questions, et en particulier nous met face à un défi qui est celle de la cartographie. On voit que nous ne sommes pas capables de définir les limites, avec ce que les sources nous présentent, les limites du comté, et que pour les seigneuries, c'est la même chose. Voyons maintenant ce qu'il en est dans d'autres domaines. L'Auvergne religieuse. Je vais essayer d'accélérer. Je vois que vous vous inquiétez déjà. Là encore, évidemment, alors les sources sont un peu plus prolixes, puisque beaucoup de sources émanent justement de partis religieux, de partis notamment des monastères. Qu'en est-il du diocèse d'Auvergne, qu'on n'appelle d'ailleurs pas le diocèse d'Auvergne, mais le diocèse de Clermont, dans les textes? Alors,
je reviens donc sur la carte de M. Frey et de Thomas Réal, donc les anciens diocèses de Clermont et de Saint-Flour, et donc là qui se focalise sur le diocèse de Clermont. Et je vous projette une autre carte, là qui montre l'ensemble du Massif central avec les limites des diocèses et des subdivisions à l'intérieur du diocèse que sont les archiprêtrés. Donc les deux cartes nous montrent les limites du diocèse de Clermont. Il y a une petite différence entre les deux, c'est que celle-ci est pour la période médiévale et moderne, et celle-ci pour la fin du XIIIe siècle. Alors, pour réaliser ces deux cartes, les chercheurs ont été confrontés à un énorme problème, c'est l'absence de sources, en particulier pour la période médiévale. C'est-à-dire que dans les textes, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de cartographier le diocèse. Donc vous me direz, mais d'où sortent ces limites ? Eh bien, on est obligé de faire un petit exercice à la limite de l'anachronisme, hein, avouons-le, qui est d'aller voir dans les sources un petit peu postérieures, notamment les sources du début du XIVe siècle, dans ce qu'on appelle des pouillés, qui sont des listes. Alors, je passe sur les détails, mais ce sont des listes des bénéfices ecclésiastiques qui, en général, ont été dressés par les percepteurs pontificaux pour une question d'argent, hein, de recettes fiscales, et qui donnent la liste donc des paroisses par diocèse. Évidemment, ces listes, on ne les a pas forcément complètes, on ne les a pas pour tous les diocèses, donc il faut jongler en utilisant les listes d'un diocèse et de l'autre pour arriver à faire des cartes. Simplement, ce ne sont les limites du diocèse qu'au mieux à la fin du XIIIe siècle. Donc on a une zone pour la fin du XIIIe siècle qui est assez clairement définie pour l'Auvergne, mais pour la période romane, on ne peut pas certifier que ce diocèse avait ces limites-là. Donc ce diocèse est très peu présent dans les textes, à l'inverse de l'évêque qui, lui, est omniprésent, ce qui est assez paradoxal. Et malheureusement pour nous, les rares fois où on nous mentionne un lieu en le situant à l'intérieur du diocèse, eh bien, pas de chance, ça n'est pas proche des limites supposées, donc ça ne permet pas de cartographie. Et donc là encore, il faut se poser la question, est-ce que cet espace du diocèse que l'on connaît pour la fin du Moyen-Âge, il est opérant à la période romane ? D'autant qu'on peut se poser aussi la question de la variation de ces limites, puisque pour une période antérieure, je donne une information assez rapide, Jean-Luc Boudarchouk et Sébastien Frey ont émis l'hypothèse qu'au VIe siècle, toute la partie sud-ouest du diocèse de Clermont appartenait au diocèse de Rodez. Donc ça voudrait dire qu'on a des limites qui ont varié au cours du temps. Donc là encore, cette circonscription du diocèse n'est peut-être pas opérante pour définir l'Auvergne romane. Qu'en est-il de l'Auvergne monastique ? Qu'est-ce que je peux voir sur l'Auvergne monastique ? Alors là, je voudrais faire un point de démarche qui me semble important. Si mon postulat de départ est de me demander s'il existe une région cohérente, une unité de l'Auvergne à l'époque romane, en ce qui concerne le monachisme, deux démarches s'offrent aux chercheurs. Soit je choisis d'étudier l'Auvergne, avec éventuellement le Velay, ne soyons pas trop sectaires, avec une focale précise. Et donc, je vais avoir une carte qui montre une réalité monastique, une certaine unité, une certaine cohérence, car en fait, cette carte va montrer ce que je cherche dans la zone que j'ai choisie. En fait, le cadre Auvergne que j'ai prédéfini, je l'ai posé sur ma carte, j'ai implanté mes éléments de recherche sur cette carte, et donc ma carte et ma démarche créent l'Auvergne. C'est ce qu'on voit sur cette carte d'Emma Bouvard. Alors, elle est consultable sur Internet dans une meilleure qualité que ce que j'ai pu extraire. Alors, là, vous avez l'ensemble de la carte et j'ai fait un zoom pour que vous voyez mieux l'Auvergne. Donc, vous voyez parfaitement. Et là, miracle, il y a une unité. On a une Auvergne qui se dessine. Mais pourquoi on a une Auvergne qui se dessine ? Parce que je ne suis pas allée chercher autour. La carte d'Emma Bouvard, je ne critique pas la carte d'Emma Bouvard puisque ce n'était pas sa démarche. Sa démarche, moi, j'ai détourné sa carte dans une autre démarche. Donc sa démarche est très intéressante. Elle nous apporte énormément d'éléments sur des domaines qui ne nous intéressent pas ici. Mais cette impression d'unité, si je dézoome, et c'est la deuxième démarche qui s'offre aux chercheurs, c'est-à-dire que je pose ma question sur l'existence d'une éventuelle Auvergne romane en dézoomant et donc en changeant de focale, en allant sur un espace plus vaste. Est-ce que si je passe à un espace d'études plus vaste, prenons le Massif central, je dézoome, est-ce que l'Auvergne se distingue véritablement par rapport au reste ?
Sur cette carte, alors c'est une carte qui cartographie, c'est dommage que Arlette Maquet n'ait pas pu rester, les établissements clunisiens dans le Massif central 10e, 12e siècle. On voit dans les zones qui sont en jaune de différentes, les jaunes les plus foncés, les zones où il n'y a quasiment pas d'établissements clunisiens. C'est exactement la zone qu'évoquait Arlette Maquet tout à l'heure, avec une zone qui va en gros de Mâcon à Rodez, où là, au sud-est de cette ligne, je n'ai quasiment plus. Mais si je regarde le diocèse de Clermont, mais je vois que la densité est un peu plus forte, mais guère plus forte que dans l'ouest du diocèse de Lyon, et pas beaucoup plus élevée que dans une partie du diocèse de Rodez. Donc finalement, mon Auvergne s'individualise moins que sur la carte précédente, parce que j'ai changé de focale. Si je prends un autre exemple, toujours dans le domaine monastique, cette fois-ci l'exemple de la Chaise-Dieu, donc les réseaux casadéens, donc les réseaux de la Chaise-Dieu dans le Massif central. Alors j'ai mis les aplats de couvreurs qui correspondent aux densités d'établissements casadéens calculées par Jean-René Gossin. Alors, certes, l'Auvergne est la zone la plus densément fournie, ce qui paraît assez logique, étant donné que l'abbaye mère est implantée en Auvergne. Donc c'est assez logique. Mais est-ce que j'ai une unité à l'intérieur de l'Auvergne ? Ah non, si je regarde bien, en fait, je vois que j'ai une zone avec encore plus d'établissements sur la Chaise-Dieu. Je vois que du côté d'Aurillac, cette densité, parce que lui, il a calculé ça à l'échelle des diocèses, sauf pour la zone autour de la Chaise-Dieu. Je vois que à l'échelle dans la zone d'Aurillac, j'ai pas une densité si forte que ça, et que je retrouve une densité finalement aussi importante, à part pour la zone précise de la Chaise-Dieu, qui va de Rodez jusqu'aux limites du diocèse de Lyon. Donc, est-ce que l'Auvergne se distingue ? On pourrait dire oui, puisque c'est dans le diocèse de Clermont que j'ai le plus d'établissements, mais je vois bien qu'à l'intérieur de l'Auvergne, j'ai des différences. Alors, je pensais vous passer une autre carte. On va faire rapidement. Autre thème, toujours pour s'interroger sur cette réalité de l'espace. Dans cette partie, on va aborder l'aspect monétaire. J'ai étudié dans ma thèse les mentions monétaires dans les textes, donc toujours sur ces 3000 textes à travers le Massif central, pour essayer de déterminer des zones d'utilisation de ces monnaies. J'entends bien dans les textes, je ne parle pas dans la pratique, parce que la mention d'une monnaie dans un texte n'est pas forcément le reflet de la réalité de la circulation de cette monnaie. D'accord ? Donc là, je vous ai mis l'exemple d'une carte, celle de la monnaie du Puy, dans les mentions monétaires dans le Massif central, entre l'an 1000 et 1145. On voit une bande qui va de Conques jusqu'à Clermont, on va dire un petit peu plus au nord de Clermont, où on emploie cette monnaie et ailleurs on ne l'emploie pas. En multipliant ce nombre de cartes avec toutes les monnaies trouvées dans les textes, et pour chaque période, on arrive à une carte d'analyse qui nous montre quoi ? Que l'Auvergne se distingue uniquement avant l'an 1000 par l'emploi de la monnaie, ce qu'on appelle la monnaie or, c'est-à-dire que dans les textes, lorsqu'on mentionne une monnaie, eh bien, on dit que ça sera payé en or, comme ça on est sûr d'être payé, en tout cas d'avoir une monnaie qui a de la valeur. Donc c'est la seule particularité, on va dire, de l'Auvergne à l'échelle du Massif central, c'est ces zones en jaune, en pointillé jaune que vous voyez au centre, et encore, c'est pas toute l'Auvergne, c'est sans doute, là c'est un biais des sources, mais il faudrait se poser la question si ce n'est pas lié à une pratique propre, notamment à Brioude, alors qu'évidemment nous fournit pour les débuts de la période la quasi-totalité de nos actes. Mais si je m'interroge sur les autres pratiques monétaires, je vois une zone en rouge qui concerne le Rouergue et le sud du Gévaudan, qui est l'emploi des monnaies méridionales. Et je vois que ces monnaies méridionales, elles ne sont pas employées ailleurs dans le Massif central. Alors on pourrait dire, du coup l'Auvergne, elle se distingue parce qu'effectivement on n'emploie pas ces monnaies méridionales. Mais ce n'est pas le seul cas de l'Auvergne. On voit que c'est pareil en Velay, on voit que c'est pareil dans l'est du diocèse de Lyon. Je ne parle pas dans l'ouest du diocèse de Lyon, je ne parle pas de l'est puisque l'est je ne l'ai pas étudié. Donc là encore, est-ce que cette carte nous montre une unité de l'Auvergne ? Ça n'est pas certain. Dernier aspect, et je vais aller très vite cette fois-ci, j'ai étudié cette question de l'unité de l'Auvergne à travers l'utilisation dans les actes des éléments de datation,
puisque pour dater un acte, on peut utiliser différents éléments, notamment pour l'année. Je vous fais grâce de la datation intra-annuelle. Pour l'année, on peut utiliser le millésime, la mention d'un roi, la mention d'un évêque, etc. Et j'ai cartographié ces éléments. Et là, donc les éléments qu'on trouve pour la période 1051-1150, et en fait, l'Auvergne ne s'individualise absolument pas dans ses pratiques. Ce sont les mêmes pratiques qu'en Rouergue. Si on prend à la période suivante, cette fois-ci 1151-1200, même chose, l'Auvergne ne s'individualise pas. Le seul territoire qui s'individualise vraiment par des pratiques particulières en Auvergne à cette époque, c'est le Gévaudan. Donc, je n'arrive pas, à travers ces thèmes, à construire une géographie de l'Auvergne romane. Donc, pour conclure, si on fait un bilan à rebours, je ne peux pas définir le territoire et les limites de l'Auvergne romane politique. Je peux, en tirant un peu vers l'anachronisme, définir des limites religieuses, si je prends celle du diocèse, mais pour la fin du XIIIe siècle, donc pour la période romane, on est sûr de rien. Et dans les autres domaines, je ne vois pas se dessiner une unité à l'intérieur de l'Auvergne. Ce que je vois se dessiner, si j'étudie à l'échelle du Massif central, c'est un particularisme, en tout cas une certaine unité dans un axe qui va du nord de Clermont, on va dire, jusqu'à Langeac, où là, effectivement, on sent bien qu'on a un territoire qui a une certaine unité. Et les zones extérieures, est-ce que si j'avais des sources, je verrais la même chose? Peut-être, mais je n'ai pas de source. Et donc là, il faut que l'historien se pose la question, pourquoi je n'ai pas de source? Parce qu'il n'y avait personne? C'est peu probable. Parce que l'occupation de ces territoires était différente et donc ne nécessitait pas peut-être la rédaction des documents qu'on a par ailleurs? Peut-être. Est-ce que l'emprise des pouvoirs était différente sur ces territoires? Peut-être. Voilà. Je vous remercie.